Good morning poker. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Poker Instinct, nous allons parler comme promis du débrief post-session. Le débrief post-session va nous permettre de commencer à basculer depuis les éléments de fin du tournoi ou de la session de cash game vers le travail hors des tables. Et donc, comme nous avons fait dans le cas de l'échauffement des respirations profondes, 6-4-6, il faut qu'on diminue l'adrénaline parce que le dernier coup nous a éliminés, sauf si on a gagné le tournoi. Et dans tous les cas, on a une très forte montée d'adrénaline. Il est à remarquer d'ailleurs que les joueurs qui gagnent les tournois ont cette espèce de manque d'adrénaline au moment de la remise du trophée qui est assez manifeste de leur capacité à conserver justement le taux d'adrénaline suffisamment bas. Et donc ça explique beaucoup pourquoi, en dehors du fait de la variance qui a été positive, ça explique pourquoi les joueurs qui gagnent les tournois sont extrêmement calmes et n'explosent pas de joie la plupart du temps. Bon, il y a des exceptions bien sûr. Donc, pour diminuer l'adrénaline qui s'est accumulée tout au long du tournoi et surtout qui est arrivée d'un coup lors de l'élimination, il faut faire des respirations profondes pour regagner le contrôle de son rythme cardiaque. Donc, je vous rappelle qu'une des respirations profondes sont des respirations 6-4-6. Donc, on commence par une inspiration pendant 6 secondes, puis on bloque pendant 4 secondes, et après on expire pendant 6 secondes à nouveau, mais cette fois par la bouche. Donc, et vous faites ceci 3 fois, 3 ou 4 fois, de manière à faire baisser l'adrénaline. C'est également quelque chose qui est très utile lorsque vous êtes en train de partir en tilt ou que vous sentez que vous êtes en tilt, de manière à vous calmer, et ça vous évite justement que votre tilt n'altère vos décisions. Donc la première question que vous vous posez lorsque vous avez terminé une session, c'est déjà de vous dire qu'il faut faire un débrief avec vous-même et de voir si vous avez bien joué ou pas, au sens est-ce que j'ai pris les bonnes décisions. Et donc on va voir toute une série de questions que vous allez vous poser pour faire un débrief et préparer votre session d'analyse de main que vous allez faire dans un deuxième temps, pas immédiatement après, parce que c'est trop frais, non plus pas dans une semaine ou 15 jours, mais l'idéal c'est de le faire le lendemain ou 2 ou 3 jours après, maximum. Donc la première question que vous vous posez, c'est est-ce que c'était une session gagnante ou perdante. Ça paraît basique. Si vous avez gagné, eh bien, on va regarder pourquoi vous avez gagné, et si vous avez perdu, on va regarder pourquoi vous avez perdu. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans le jeu de poker qui est très différent des autres jeux ou des autres sports, c'est que vous pouvez parfaitement bien jouer et perdre, et vous pouvez parfaitement mal jouer et gagner. Donc, il n'y a pas une relation directe entre le fait de gagner et de perdre et le fait d'avoir bien ou mal joué. Il va donc falloir regarder avec franchise si on a gagné parce qu'on a une variance favorable ou si on a perdu parce qu'on avait une variance défavorable. Il ne faut pas non plus tomber dans le syndrome de dire j'ai super bien joué mais je perds tout le temps parce que j'ai une mauvaise variance. La variance, on l'a vu à l'infini, le hasard à l'infini finit toujours par retomber sur les probabilités calculables. Donc avec humilité, une fois qu'on a décidé si la session était gagnante ou perdante, ça c'est pas très difficile puisque ça correspond au fait d'avoir été ITM ou pas, ou en
tous les cas d'avoir dépassé la taille des buy-in qu'on a eu dans la session, ou en cash game, si on est positif ou négatif à la fin de la session. Voilà. Donc, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Alors, souvent, lorsque on me demandait à la sortie d'une session en live, on me disait est-ce que tu as gagné ou est-ce que tu as perdu? Et je répondais, pour paraphraser un sportif connu, comme lui, eh bien aujourd'hui j'ai beaucoup appris. Ce qui voulait dire que j'avais beaucoup perdu. Et en fait, on n'apprend que de ses erreurs. Et donc le fait de perdre n'est pas un problème en soi, puisque de toute façon vous allez calibrer votre bankroll en fonction de ce que vous avez gagné ou perdu. C'est le fait de j'ai gagné, quand j'ai gagné, j'ai pas appris grand chose en fait, parce que on n'apprend que de ses erreurs. Et donc si je ne suis pas capable d'analyser mes erreurs parce que j'ai perdu, eh bien en gros j'ai appris. C'est pas tout à fait vrai au poker parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut parfaitement avoir une session gagnante et avoir mal joué. Bref, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Et donc, qu'est-ce que j'ai appris? Alors ça peut être quelque chose d'extrêmement thin, d'extrêmement fin. Par exemple, j'ai appris que lorsque je faisais 3 bêtes dans ce type de table récréative, en fait tout le monde se couchait dès lors que mon 3 bêtes faisait 4 fois le raise et au lieu de 3 fois. Ça peut être quelque chose de très fin comme ça. Ça peut être également, ça ne me sert à rien de faire un ISO raise de x8 parce que de toute façon les 4 joueurs vont me call alors qu'ils avaient limp call juste avant. Donc le seuil de douleur du limp call n'est pas à 8, il est peut-être à 10, j'en sais rien, mais il est très élevé dans ce site et avec ses joueurs, avec ses limites. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris quelque chose aussi sur moi au niveau physique, au niveau mental. J'ai appris que j'étais très fatigué en fin de session. J'ai appris que je tiltais facilement. J'ai appris que à chaque fois qu'un joueur NIT misait, je ne pouvais pas m'empêcher de call alors que j'avais juste top pair, bad kicker. Voilà, l'essentiel c'est d'apprendre. Plus on apprend, plus on empile les expériences de déjà vu, plus on deviendra un bon joueur. Donc qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui est fondamental et ça permet justement de faire la transition avec l'analyse en dehors des tables. Donc est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai échoué? Eh bien, si j'ai réussi, c'est parce que j'ai appris quelque chose, pas parce que j'ai gagné, et parce que aussi j'ai évité de tilter, de partir en vrille, et là j'ai réussi. En revanche, je peux avoir gagné, mais en général j'ai perdu quand j'ai tilté. Si j'ai tilté, j'ai échoué, parce que ce n'est sûrement pas ce qui me permet de prendre les bonnes décisions. J'étais pas concentré aussi, j'étais distrait, j'ai fait d'autres trucs, tout d'un coup j'ai regardé mes mails, j'ai regardé la télé, j'ai fait autre chose, j'étais pas concentré. Ou alors j'ai pris de mauvaises décisions. Par exemple, je me souviens que dans tel ou tel coup, j'aurais peut-être dû décider autrement. Mais il ne faut pas analyser la main tout de suite. On a noté les mains qui posaient problème lorsqu'on est en online. Et avec ces quelques notes, on va pouvoir regarder le déroulé de la main et éventuellement comprendre en quoi c'était une mauvaise décision. Et donc la question fondamentale, pour pouvoir être un meilleur joueur, elle est toute simple. Qu'est-ce que je peux améliorer? Alors évidemment, dit comme ça, c'est trop basique. Et donc, on va regarder les 5 domaines dans lesquels on va pouvoir s'améliorer en commençant par l'activité. Donc, un joueur passif,
est un joueur qui, à long terme, perd parce que c'est un jeu dont la règle du jeu et la stratégie fait que lorsque les adversaires fold, on a gagné le coup, et au showdown, c'est les meilleures cartes qui gagnent. Et donc, dans tous les cas où on n'arrive pas au showdown, c'est le fait de faire folder les adversaires qui emporte le coup. Autrement dit, en étant actif, en misant, on a une chance de remporter le coup soit au showdown avec les meilleures cartes, soit en faisant folder les adversaires. Ça a donc beaucoup plus de possibilités en étant actif qu'en faisant call tout le temps ou check call. C'est-à-dire que si on fait call tout le temps, il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est qu'on va arriver au showdown si on fait call toutes les streets. Donc on ne pourra gagner qu'avec les meilleures cartes. Et donc, tous les joueurs qui sont bons sont actifs. Ils sont actifs pour pouvoir miser. Et pour ça, pour pouvoir miser, eh bien, il faut avoir un bon stack. Un stack qui fait peur, un gros stack, des mises, des grosses mises qui font peur, de l'agression pré-flop, du 3-bet, du 4-bet, y compris en bluff. Également des moves post-flop, comme le check raise, qui est un move qui a été pendant un certain temps interdit dans certains casinos, tellement il est violent par rapport au jeu. Le float, c'est-à-dire le fait de call le flop par exemple et de bet le turn. Et le bluff raise, donc un raise en bluff, c'est-à-dire avec par exemple un tirage et peut-être même un petit tirage comme une gut shot. Un raise en bluff, c'est extrêmement puissant pour avoir une activité et pour avoir une pression sur les adversaires. Et donc il y a un endroit où il faut être extrêmement actif, c'est dans les phases intermédiaires, puisqu'il y a le vol de blinde, et notamment lorsque les antés arrivent, le vol de blinde il est beaucoup plus rentable, et c'est à ce moment-là où il faut être actif pour pouvoir justement tenir compte du fait que les antés valorisent les pots, que ça soit pré-flop, le vol de blinde, et post-flop, notamment en faisant folder les adversaires, alors que le ratio entre la mise et le pot s'est très nettement amélioré. Le deuxième aspect que vous allez analyser dans le débrief, c'est est-ce que vous avez tenu compte des adversaires. Donc, est-ce que vous avez observé les adversaires et vous les avez catégorisés rapidement. Vous vous souvenez que les principales catégories sont l'adversaire est correct ou il est faible, l'adversaire est loose ou il est tight, l'adversaire est aggro ou il est passif. Voilà, c'est les essentielles catégories qu'on peut avoir. Après, on peut avoir un adversaire qui peut être passif, soit pré-flop, soit post-flop, soit les deux, et inversement, aggro, uniquement pré-flop ou post-flop. En revanche, le fait qu'un joueur soit correct ou faible se caractérise à tous les niveaux de jeu, que ce soit pré ou post-flop, mais c'est vrai qu'on voit souvent beaucoup de joueurs qui s'effritent post-flop alors que pré-flop ils sont pas mal. Et donc, est-ce que j'ai catégorisé rapidement et correctement les joueurs? Et donc, je vais pouvoir les exploiter en fonction de leur vulnérabilité. On a vu, par exemple, les fans des As, donc As petit kicker, As 3, As 4. Ils les jouent quand même, y compris hors de position. On a vu les fans des Broadways, Roi-Dame, dépareillé, etc. Donc toutes ces exploitations. Et puis, le niveau de jeu s'établit aussi par rapport au thinking process, à la façon dont les joueurs réfléchissent. Un joueur de base, débutant, ce qui représente une grande majorité du field, s'occupe essentiellement de ses cartes. Il est dans ce qu'on appelle le niveau fit, c'est-à-dire est-ce que ce que je vois au board correspond
mes cartes, est-ce que ça matche bien, est-ce qu'il y a un fit, ou bien au contraire, est-ce que j'ai raté le flop, et donc je n'ai pas de fit avec le flop, j'ai pas la top pair, ou j'ai pas quelque chose de sympa. Et donc ce joueur-là s'occupe de ses cartes, et il est très prévisible, il va chercher justement, comme il s'occupe de ses cartes, à aller au flop en limpant souvent, ou en faisant un call sur un raise, pour essayer de toucher quelque chose au flop ou après. Ensuite, il va avoir tendance à se dire que vous n'avez rien. D'ailleurs, ça lui est égal s'il a quelque chose. Par exemple, il a top pair. Et donc, il va pouvoir payer une grosse relance alors que vous avez touché votre brelan ou mieux. Et donc, vous allez pouvoir l'emmener au showdown avec les nuts ou les quasi nuts. Et vous allez avoir beaucoup de street de value. Donc un joueur qui s'occupe de ses cartes, c'est le niveau le plus faible et c'est le plus exploitable, et c'est celui qu'il faut tout de suite repérer de manière à le matraquer lorsqu'on a du jeu, et évidemment inversement lorsqu'il raise, et bien justement à ne pas call de façon à le laisser ne pas prendre de value avec ses cartes quand il les a touchées. C'est effectivement très exploitable. Le niveau au-dessus, qui est beaucoup plus intéressant, c'est le niveau où vous commencez à faire des reads sur les cartes des adversaires et sur les adversaires. Et donc vous commencez à faire des lectures de qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans cette situation pour avoir fait tel et tel move ou tel et tel bet ou tel et tel check, etc. Et donc c'est évidemment un niveau où il commence à y avoir des joueurs corrects, et le niveau qu'on trouve chez les champions, c'est le niveau au-dessus, c'est le niveau represent, c'est-à-dire que ils font croire qu'ils ont un jeu en misant d'une façon à ce que votre read soit trompé. Évidemment, c'est le niveau le plus élevé. Il y a également un gros problème, c'est que si vous avez affaire à des joueurs fit, des joueurs represent, c'est-à-dire des bons joueurs, vont vouloir représenter quelque chose que le joueur fit ça l'intéresse pas. Et donc, c'est extrêmement dangereux quand on est un bon joueur de tenter un represent avec des joueurs qui ne sont pas capables de read sur vous. Il faut donc toujours jouer qu'à un niveau au-dessus du niveau de l'essentiel de vos adversaires. Donc en tournoi, surtout en petite limite, donc en entraînement, vous êtes pratiquement contraint de faire que du read, et le represent ne sert à rien. On appelle ça le fancy play syndrome, le FPS, c'est-à-dire que des joueurs qui sont des champions perdent assez lamentablement contre des joueurs débutants ou récréatifs, tout simplement parce qu'ils ont tenté des stratégies extrêmement sophistiquées pour représenter une main ou un range de main, alors que les adversaires ne savent même pas de quoi il en retourne, et ils se concentrent que sur leurs propres cartes. Donc, si vous avez bien réussi votre read sur les adversaires qui s'occupent que de leurs cartes, vous avez vraisemblablement laminé les joueurs faibles, et plus dur, vous avez fait face à des joueurs qui sont aussi agressifs que vous, et donc vous avez réussi à les faire folder. Par exemple, un joueur qui 3-bet énormément en dehors de la plage statistique logique par rapport à un 3-bet, vous avez quelqu'un qui 3-bet 25-30% du temps, c'est impossible qu'il le fasse qu'avec des premiums, et donc vous avez 4 bets sur cet adversaire et il a foldé, donc vous avez réussi à faire face. De même, post-flop, sur quelqu'un qui fait ses bets 100%, vous avez tenu avec la deuxième paire, etc. Le troisième élément, qui évidemment est une partie constitutive de la décision, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est la gestion du stack. Donc, vous avez des étapes dans un tournoi où vous allez avoir
différents types de stacks. Au début du tournoi, vous avez un gros stack, plus de 50, plus de 100 bébés, et si les blindes ne montent pas trop rapidement, vous allez avoir ce gros stack, ou si vous avez doublé en début de tournoi ou remporté un gros pot, vous avez bien utilisé votre gros stack pour écraser la table. Comment ça marche? Bien, vous allez utiliser toutes sortes de moves, des 3 bêtes, des 4 bêtes, des différents moves qui vont vous permettre d'intervenir sur beaucoup de coups en misant fort. Et donc vous allez dégoûter littéralement la table par vos moves incessants et vos mises incessantes. Vous allez devenir ce qu'on appelle un capitaine de table, et donc les gens vont ronger leurs freins et vont attendre de pouvoir riposter sur toutes vos mises où vous écrasez la table. En milieu de tournoi ou au moment de la bulle, vous allez utiliser votre gros stack pour faire folder tous les gens qui sont en mode de survie, qui sont en mode push or fold. Et donc vous-même, si vous êtes dans cet état-là, POF, push or fold, c'est-à-dire que vous avez 15 bébés ou moins, vous allez appliquer un certain nombre de diagrammes par rapport à votre position et à vos cartes pour savoir si vous avez bien joué le push or fold, c'est-à-dire vous avez fait all-in ou vous avez foldé. Et on voit encore très souvent, même avec des joueurs qui sont assez compétitifs, de voir qu'ils ne jouent pas bien le push or fold. Par exemple, ils vont aller faire un min-raise avec 8 bébés ou 6 bébés avec une paire intermédiaire, alors qu'évidemment, dans toutes les tables de Nash, on a le push or fold avec par exemple une paire de 7, une paire de 8, j'allais dire quelle que soit la position, avec moins de 15 bébés. Il y a une phase intermédiaire qui est des short stacks, c'est-à-dire entre 15 et 30 bébés, évidemment sauf si tout le monde a 30 bébés à cause de la structure du tournoi, mais si vous avez entre 15 et 30 bébés et que les autres ont des stacks très différents, votre but c'est de sortir de cette zone le plus rapidement possible en faisant moins de moves que si vous aviez un stack compétitif entre 30 et 50 bébés. L'idéal évidemment, en dehors d'avoir un gros stack ou un monster stack, c'est d'avoir un stack compétitif entre 30 et 50 bébés qui vous permet d'utiliser la totalité de votre range, y compris en position. Par exemple, les connecteurs suités, les connecteurs gapés suités, quelques as avec un petit kicker mais suité, et sans compter bien entendu le reste de votre range, et puis quelques mains en bluff complètement inattendues par rapport à une situation donnée de crainte des autres joueurs. Si les autres joueurs vous craignent, vous avez pratiquement gagné la partie. Et donc pour que les joueurs vous craignent, il faut analyser votre mise sous pression. Si vous ne mettez pas pression sur les autres joueurs, ils vont vous marcher dessus. Donc c'est super important de mettre la pression sur les autres joueurs. C'est une bataille, le poker. C'est pas du tout un jeu de bisounours. Et donc c'est une bataille feutrée, puisqu'il n'y a pas d'armes, enfin en principe, sauf under the gun et sauf au temps du Far West. Mais aujourd'hui, les seules armes qu'on a, c'est nos 2 cartes cachées et donc notre stack. Et donc, est-ce qu'on a évalué qu'on a mis suffisamment la pression? Alors, quels sont les endroits où on peut mettre la pression sur les adversaires? Le premier, c'est de voler les blindes et les antés. En début de tournoi, ça ne sert pas trop, mais en milieu et dès que les antés arrivent et en fin de tournoi, c'est fondamental, parce que sinon on va se faire manger par l'arrivée permanente des blindes et des antés à chaque orbite et à chaque main pour les antés. Donc le ratio de voler les blindes et les antés, c'est au moins 30-35% des cas où on a la possibilité de le faire, c'est-à-dire en situation de cut-off essentiellement, au bouton, un grand classique,
et puis quelquefois en small blind lorsqu'on n'a plus que la big blind à parler après et que personne n'a ouvert. Aussi, est-ce que j'ai suffisamment mis la pression post-flop? Est-ce que j'ai un bon ratio de c-bet autour de 70-75%? Je vous rappelle qu'au poker, tout est fréquence. Alors, on peut discuter de est-ce que c'est bon de faire un c-bet 50%, mais par rapport aux probabilités du jeu et aux règles du jeu, un bon c-bet, un bon ratio de c-bet est aux alentours de ça, de 70-75%. Si vous faites 90%, 100%, c'est exagéré. Vous faites trop souvent de continuation bet. Et si au contraire, vous faites que 30% de continuation bet, lorsque vous avez ouvert pré-flop, c'est trop faible et ce n'est pas un jeu optimal. Ensuite, est-ce que vous avez osé des doubles et des triples barrels, y compris en bluff, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait un autre c-bet à la turn alors que vous n'avez toujours rien touché, donc en bluff, voire un triple barrel bluff qui est carrément quelque chose d'assez rare, et un triple barrel pour value évidemment c'est assez simple et c'est pas de la pression, c'est juste de la value, et le triple barrel bluff lui c'est une pression inouïe sur un adversaire qui va pouvoir par exemple folder top pair voire deux paires sur un triple barrel sur un board extrêmement drawy où vous avez peut-être un tirage quinte ou un tirage couleur, etc. Faire des restills, c'est-à-dire faire une surrelance ou une relance alors que vous êtes dans les blindes, par exemple, ou sur les dernières positions blind contre blind. Sur l'open raise des adversaires, c'est l'antidote évidemment du vol de blinde. Donc quel est votre ratio de restill? S'il est à 0, c'est que vous êtes beaucoup trop passif sur les vols de blinde, et donc les adversaires vont pouvoir vous exploiter. Le bluff, vous ne pouvez pas gagner au poker si à un moment donné vous ne bluffez pas. Et donc évidemment il vaut mieux faire un semi-bluff, c'est-à-dire un bluff avec des outs. On verra évidemment toutes ces techniques dans le détail dans les prochaines vidéos. Et des air bluffs, c'est-à-dire des bluffs par exemple en all-in où vous n'avez strictement rien, mais vous représentez la main maximale. Alors il y a quelques minutes je vous ai dit que représenter c'était pas une bonne idée sur des joueurs qui payent tout le temps. C'est vrai, mais chaque joueur a un seuil de douleur, et peut-être que si vous faites all-in river avec de quoi éliminer votre adversaire, peut-être que cet adversaire va finalement se dire que là vous avez effectivement les nuts, et peut-être qu'il va se coucher parce que vous représentez évidemment une flush ou une quinte. Évidemment, il faut que le board s'y prête. Si le board est complètement sec et que la meilleure main c'est un brelan par exemple, et que votre adversaire a top pair, je ne suis pas complètement persuadé qu'il aille folder, et je pense qu'il n'imaginera même pas que vous puissiez avoir un brelan ou deux paires. Et donc le dernier élément de pression, c'est de miser. C'est l'élément fondamental. Est-ce que vous avez misé pour faire croire aux adversaires que vous aviez telle ou telle main par rapport au board, encore une fois, et pas par rapport aux mains que vous représentez? C'est-à-dire qu'eux n'ayant pas touché, ils n'ont pas réussi leur fit, vous les faites folder alors que vous-même vous n'avez rien touché. Ce sont des mises de manipulation qui sont des bluffs évidemment puisque vous n'aviez rien, et qui utilisent cette fois le ciseau de la position, c'est-à-dire que vous allez chercher à aller au flop et à la suite le plus possible quand vous êtes au bouton et au cut-off, de manière à être toujours le dernier de parole, et donc de faire un ciseau lorsque vos adversaires n'ont pas touché. Ça peut marcher jusqu'à 2-3 adversaires qui tous check religieusement au moment du flop,
parce qu'ils n'ont rien touché sur ce flop très dry. Et vous êtes en position, vous misez normalement, comme si vous aviez touché votre as et qui apparaît au flop. Et donc là, c'est un cas de represent qui fonctionne avec le ciseau de la position. Donc ce sont des cas assez rares de represent. Le dernier élément, et je dirais l'élément qui va tout changer, parce que dans la règle du Texas Hold'em No Limit, un seul coup peut faire basculer un tournoi, et vous allez avoir à identifier 3, 4, 5 mains sur le tournoi, sur des centaines de mains, qui ont été des mains décisives. Bon, évidemment, les mains décisives, c'est les mains où vous avez risqué votre tapis, et donc tous les all-in sont des mains à cocher pour regarder si c'était valable ou pas. Mais en fait, elles ne sont pas si importantes que ça, les mains all-in, parce que vous avez très souvent un all-in qui est automatique par rapport à un push or fold, par rapport à la faiblesse du nombre de blindes qui vous reste. Donc vous êtes pratiquement contraint de le faire. Et c'est plus intéressant de regarder les bonnes décisions que vous avez faites par rapport à vos rides. Donc est-ce que vous avez réussi un grand ride? C'est quoi un grand ride? C'est quand vous avez pratiquement resserré le range de votre adversaire à une main ou à une ou deux mains ou trois mains, et que donc vous vous apercevez au showdown que c'est exactement le type de main que vous aviez analysé. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Voilà. C'est pour ça que les joueurs qui montrent leurs mains au showdown, même quand tout le monde a foldé, commettent une grande erreur, parce qu'ils montrent ça en disant « Tu vois, je te l'avais dit, je montre la main parce que je ne t'ai pas volé et j'avais effectivement l'as que je représentais en ayant misé ici. » Et donc, c'est terrible de montrer ces cartes. Il ne faut jamais montrer vos cartes si vous n'y êtes pas obligé, parce que justement, le showdown est un endroit pour vérifier tous les rides qu'on a fait durant le coup, et donc de voir si le joueur était capable de bluff, notamment à river, ou pas. Et donc ça permet de très bien catégoriser le joueur. Un autre sujet où il faut prendre des bonnes décisions, c'est le jeu dans les blindes. À la fois jouer correctement depuis les blindes, notamment la grosse blinde, et blinde contre blinde, small blind contre big blind. Souvent, c'est là où on a le plus de pertes en nombre de jetons sur un tournoi ou en cash game. Et donc, c'est très important de voir si on a pris les bonnes décisions. C'est un leak très fréquent, même de joueurs tout à fait corrects. Et par exemple, vous savez que vous allez perdre des blindes quand vous êtes dans les blindes, parce que vous êtes forcé de jouer avec n'importe quelle carte. Donc, la tentation est grande de compléter, quand vous êtes en small blind, d'une demi-blinde, quand tout le monde a limpé, ou de compléter une blinde ou deux lorsque vous avez un adversaire qui a open raise et qu'on arrive à vous qui êtes la grosse blinde avec n'importe quelle carte. Eh bien, le fait de cette passivité dans les blindes est une véritable hémorragie en jetons sur le long terme. Et il faut être capable, dans les blindes, de relance ou de sur-relance, de re-steal et de raise, de manière à pouvoir faire peur à vos adversaires et qui n'attaquent pas vos blindes de manière impunie. D'un autre côté, si vous le faites trop souvent, ça va vous coûter beaucoup de jetons. Donc il faut trouver le juste équilibre pour perdre moins sans pour autant se faire marcher dessus. En ce qui concerne les tirages et les semi-bluffs, c'est un vrai sujet. Vous avez deux grands types de tirages. Dans les bons tirages, vous avez les tirages de quinte par les deux bouts, et vous avez, c'est-à-dire que vous pouvez faire la quinte par le haut ou par le bas.
en fonction de la carte qui reste. Et là, vous avez, donc, comme on le verra dans une vidéo, vous avez 8 cartes qui vous permettent de le faire, 8 out. Et vous avez le tirage couleur, où en général, vous avez 9 out, c'est-à-dire il y a 9 cartes qui vous permettent d'atteindre, avec vos 2 vôtres et les 2 qu'il y a sur le flop, les 13 cartes totales de la couleur. Et donc, ces 2 tirages-là, plus les tirages combinés qui ajoutent une overcard, etc., sont des semi-bluffs et sont des tirages avec un calcul précis à faire par rapport à la mise ou payer la mise d'un adversaire. Vous avez en dessous, vous avez les tirages moins bons, comme les gutshots, c'est-à-dire qu'il vous manque une carte pour faire la quinte, ou alors il vous manque des cartes pour faire 2 paires. Par exemple, vous avez As-Roi, et il n'y a ni As ni Roi, donc il vous reste 3 Rois et 3 As, c'est-à-dire 6 cartes dehors pour pouvoir gagner le pot, ou tout au moins avoir la meilleure carte sur le pot, la top pair. Et donc, est-ce que vous avez calculé et joué correctement les tirages? Et est-ce que vous avez utilisé les semi-bluffs, notamment pour le cas du tirage couleur et du tirage quinte, pour gagner des pots? C'est très important, sinon vous perdez de l'argent sur les tirages si vous payez systématiquement ou si vous relancez systématiquement avec certains types de semi-bluffs. Vous avez ensuite les hero calls, ça c'est le summum, c'est-à-dire que vous avez analysé tellement bien le range de votre adversaire que vous savez que par rapport à la manière dont il a misé et le montant qu'il a misé, il n'a pas une carte qui vous bat, notamment à river, et donc vous faites un hero call et vous gagnez, c'est magnifique. Ou alors vous ne faites pas de hero call et là vous vous apercevez que vous vous êtes fait bluffer, ce qui évidemment est un facteur de tilt extrêmement connu, et évidemment votre adversaire va vous montrer qu'en fait il vous a bluffé avec rien du tout. C'est dans le but de vous faire tilter, et c'est l'un des rares cas où vous pouvez montrer vos cartes, bien que en fait la plupart des joueurs expérimentés ne fonctionnent pas dans ce type de traquenard, et donc ça ne peut faire tilter que des joueurs vraiment récréatifs. Donc du coup, je vous déconseille formellement de montrer vos cartes dans tous les cas, et vous verrez très très peu de joueurs professionnels ou des très bons joueurs montrer leurs cartes à un moment donné. C'est une manipulation psychologique absolument insignifiante pour pouvoir gagner par la suite. Imaginons qu'on arrive à la table finale, voire en heads-up, et là, la table finale et le heads-up, comme ce sont les places les mieux payées, il est très important de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Et vous avez des joueurs qui sont très contents d'arriver en table finale, et le jeu s'effrite complètement ou se modifie dans leur comportement complètement en table finale. Ils se laissent par exemple manger par les blindes. Ils ne respectent pas le tableau d'ICM pour pouvoir faire du push or fold. Et également en heads-up, la base, c'est l'agressivité. Le heads-up, c'est la bataille des barbares, pratiquement en any-two. Et surtout, compte tenu du fait que la structure du tournoi a fait que chacun a très peu de blindes, font qu'il faut être extrêmement agressif en heads-up. Et la plupart des joueurs attendent des cartes en heads-up. Et là, j'aime vous dire que ce n'est pas la bonne solution. Voilà pour le débrief post-session. Vous voyez que c'est un exercice qui peut prendre plusieurs minutes, voire une demi-heure. Dans certains cas, lorsque on veut vraiment analyser chaque élément et répondre à chaque question de manière précise. Évidemment, ce débrief, il faut prendre des notes, soit sur un bloc-notes, soit sur votre ordinateur. Et ces notes vont vous servir après, quand vous allez faire l'analyse de main, pour regarder les mains dont vous vous souvenez et que vous avez notées, pour pouvoir faire l'analyse de tout votre tournoi
et donc progresser et trouver vos points faibles. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Poker Instinct.